donc, à cet atelier qui est hybride, donc ici à Strasbourg et en virtuel pour la stratégie d'accélération numérique en santé, qui s'entoure de France, 9e et dernier transfrontalier ici à Strasbourg, à l'IRCAD. Merci beaucoup au professeur Bloch-Suppan d'animer cet atelier. Vous êtes PEPH, donc vous êtes principalement en Université de Strasbourg. Et nous avons aussi l'honneur d'avoir Steve Ursprung, c'est un patient expert qui vient rejoindre cet atelier sur la recherche, sur un point sur la recherche transfrontalière pour les maladies rares. Professeur Bloch-Suppan, je vous passe la parole, peut-être pour passer vos slides vous-même et la vidéo qu'on pourra aussi montrer. Oui, alors je vous remercie de participer à cet atelier, de nous avoir permis de vous exposer un petit peu la problématique de la santé numérique, de e-health, dans le cadre des maladies rares, puisque je pense que c'est encore plus complexe de pouvoir réunir des données et de les utiliser pour améliorer la prise en charge des patients maladies rares, étant donné que l'expertise scientifique, médicale est très difficile à réunir et à apporter au plus près du patient. Donc, pour essayer de réduire l'errance diagnostique et de faciliter une prise en charge optimale, j'ai imaginé un projet dont je vais juste partager rapidement l'écran. Voilà. Alors, est-ce que vous le voyez voilà. Donc, dont j'ai évoqué très brièvement les contours ce matin, mais dont l'idée est effectivement de créer un expert virtuel d'aide au diagnostic des maladies rares à expression bucco-dentaire pour faciliter l'accès du patient au système de santé et vers les centres experts susceptibles de prendre en charge la pathologie. Alors, je ne vais pas tout réexpliquer dans ce contexte, je vais en poser les quelques lignes et ensuite je passerai la parole à monsieur Steve Ursprung, qui est vice-président du conseil scientifique de l'association Hypophosphatasie Europe, et avec lequel j'ai eu la chance et le privilège d'interagir au décours des projets européens Interreg 4 et Interreg 5 que j'ai animés dans la région trinationale métropolitaine du Rhin supérieur. Et c'est à partir de ces projets, des données qui ont été rassemblées, collectées, des confrontations d'opinion et des données de la recherche, mais aussi du soin, que j'ai imaginé réunir cette expertise dans cet expert virtuel et de le proposer aux professionnels de santé de façon très large, puisque ceux-ci sont peut-être confrontés dans leur exercice professionnel à rencontrer un ou deux ou quelques patients atteints de ces pathologies et seront donc, je l'imagine, contents de pouvoir proposer à ces patients un diagnostic de confirmation de ces maladies et une orientation. Les professionnels seront aussi contents de dialoguer avec les centres experts pour faciliter la prise en charge et la mettre en œuvre au plus près du domicile du patient. Alors, moi, je m'intéresse aux maladies rares qui ont une expression dans la cavité buccale pour plusieurs raisons. La première étant que je suis de formation initiale chirurgien-dentiste, et donc la cavité buccale est intéressante. J'utilise cette cavité buccale comme une porte d'entrée en diagnostic et en prise en charge pour les patients. C'est un système qui est mal
connu et qui est mal pris en charge par nos systèmes de santé. Donc, les patients qui, en plus des problèmes divers rencontrés dans ces maladies rares, vont avoir d'énormes problèmes pour avoir accès à des soins de la cavité buccale appropriés. Pourquoi cette cavité buccale est particulièrement intéressante pour le diagnostic de ces maladies rares? C'est parce que les gènes et les protéines qui fabriquent la dent fabriquent aussi d'autres organes dans le corps, ce qui explique aussi pourquoi il y a plusieurs symptômes associés. Mais le système dent est intéressant car la minéralisation va fixer dans le temps les anomalies et les problèmes. Et donc, de regarder la bouche va permettre de remonter dans le temps et de comprendre les mécanismes biologiques qui ont été perturbés dans le cadre de ces maladies et donc de repérer peut-être le gène associé et de poser un diagnostic de confiance. Alors, il s'agit de pré-diagnostic qui ensuite a besoin d'être confirmé par l'accès à des spécialistes, à des centres experts, avec un diagnostic de certitude à la fois clinique et moléculaire via le diagnostic génétique. Voilà en gros le périmètre du projet. Et ce qui a permis ceci, ce sont le recueil de ces données dans cette région et ce bassin de recrutement qui est le Rhin supérieur, en collaboration avec nos collègues allemands et suisses, pour mieux comprendre ces maladies et mieux les prendre en charge. Donc, un premier projet 2012-2015, où l'association Hypophosphatasie Europe a participé, et peut-être que M. Hirschsprung nous donnera le ressenti sur l'implication d'une association de patients dans ces projets, avec un fil de recherche translationnel donc, du patient vers le laboratoire de recherche et vice-versa. Donc certes, il y a des données de recherche et des données cliniques, mais l'idée, c'est d'aller le plus vite possible vers la transposition des données du laboratoire vers le patient pour améliorer le diagnostic et la prise en charge. Donc, ces données de recherche ont ensuite été transposées vers la clinique, notamment celles liées à la génétique et au diagnostic génétique de ces maladies, dans le cadre de ce deuxième projet RareNet. Là aussi, dans ce même bassin du Rhin supérieur, avec des partenaires académiques des universités, des hôpitaux universitaires, des laboratoires de recherche qui s'intéressaient là à deux groupes de maladies, les maladies du système immunitaire et les maladies rares à expression bucco-dentaire. Donc, dents plus, c'est pas moi, os, dents plus cerveau, dents plus œil, pour vous montrer vraiment la portée dans le diagnostic de ces différentes maladies. En plus de ces entités et des hôpitaux associés, là aussi des organisations de patients ont participé, en particulier l'association Hypophosphatasie Europe, participé à la collecte de données, mais participer aussi au focus du projet qui était la formation et l'information de différents publics de manière à accroître le niveau d'expertise et à faciliter l'orientation et la prise en charge des patients dans le système de santé, à faciliter aussi le dialogue entre le patient et le professionnel. Voilà. Donc, cette action a permis de créer des outils structurants, bases de données, collections biologiques et des protocoles standardisés de recueil des données et d'analyse de ces données, notamment des données génétiques. Voilà. Donc, je pense que c'est très riche de travailler à l'échelle de cette région parce que nous avons des points de vue différents, des systèmes de santé différents, mais nous sommes voisins.
Donc, nous avons grand plaisir à interagir, à confronter nos façons de faire et à s'enrichir les uns des autres, à élargir aussi le bassin de recrutement des patients et à s'entraider. Donc ça, je pense que c'est vraiment très positif de travailler à l'échelle du Rhin supérieur. Voilà. Donc, nous avons, je vais passer assez rapidement, créé une collection biologique qui était dupliquée entre la France et l'Allemagne, auxquels ont accès des professionnels sur la base de projets et de demandes particulières au conseil scientifique. Vous voyez, beaucoup d'échantillons. C'est aussi un effort important des patients qui ont contribué au projet. Les patients sont des acteurs, et ils sont considérés comme cela, des acteurs du projet qui acceptent de partager leurs données et de contribuer pour finalement le bien de tous et l'amélioration de la prise en charge de tous. Je pense que ça, c'est très important et particulièrement vrai dans le domaine des maladies rares, où le patient est acteur de sa prise en charge, mais veut absolument aussi contribuer à la prise en charge des autres malades. Donc, nous avons fait des découvertes scientifiques publiées grâce au financement obtenu, découvert de nouvelles maladies en collaboration avec le docteur Eckehard Lach de Fribourg, compris les mécanismes qui touchent à la fois les dents et le squelette, identifier aussi des patients avec des phénotypes beaucoup plus légers, mais repérer les gènes impliqués. Et c'est ce que j'appelle repérer une signature diagnostique, c'est-à-dire être capable de mettre ensemble les signes, certes liés à la cavité buccale, mais les autres signes médicaux associés pour aller ensuite plus vite vers un diagnostic. Et l'expert virtuel, son rôle, c'est justement celui-ci, c'est de repérer les signatures diagnostiques grâce aux photos, aux radios, éventuellement grâce à des mots-clés proposés par le professionnel, voire le patient, pour orienter vers un diagnostic de maladie rare. Voilà, donc nous avions travaillé grâce à des financements complémentaires sur ce jeu de données absolument inestimable pour essayer, dans un premier temps, d'identifier des maladies rares avec dents manquantes sur la base de l'analyse de radiographie panoramique. Et donc, nous avons fait un prototype où il est possible de reconnaître les dents présentes et donc les dents absentes, et surtout d'identifier les patrons des dents manquantes. Pourquoi? Parce que les dents ne manquent pas au hasard, mais selon un patron qui est défini par l'expression d'un gène et donc sa non-expression dans le cadre d'une maladie rare. Donc, on comprend facilement l'identification de patrons et le prototype est capable vraiment, avec un pourcentage non négligeable, de détecter ces maladies. L'idée, c'est d'aller plus loin et nous sommes là en train d'organiser, grâce au Health Data Hub, un challenge pour identifier cette fois-ci des maladies rares à expression au niveau de l'émail qui vont donc perturber la formation de cette structure absolument protectrice qui nous permet de sourire, mais aussi de croquer les aliments, de manger de la glace ou des choses très chaudes. Donc vraiment une barrière protectrice très intéressante qui, lorsqu'elle est modifiée, va poser d'énormes problèmes pour l'alimentation, mais aussi pour la vie de relation. Et aussi, ces patients ont besoin de prise en charge au long cours, depuis l'éruption de la première dent de lait jusqu'à l'âge adulte et plus, pour recouvrir et protéger ces dents et leur permettre de retrouver une fonctionnalité et un sourire normalisé. Voilà. Donc, l'idée de ce challenge, c'est de pouvoir regarder sur des images cette fois-ci, et nous allons solliciter les compétiteurs pour reconnaître ces maladies rares qui touchent l'émail, faire un diagnostic différentiel avec d'autres maladies rares comme celle sur la photographie du milieu qui touche cette fois-ci un autre tissu qui est la dentine, qui ressemble beaucoup à l'os.
et donc discriminer entre ces éléments pour aller plus loin vraiment dans la construction de l'expert virtuel. Mais l'idée à terme, c'est que cet expert puisse identifier les différentes anomalies du développement de la dent, de la cavité buccale et les maladies rares associées pour proposer une pré-télé-expertise finalement. Voilà. Donc une solution pour les patients maladies rares qui pourrait être utilisée par les professionnels de santé avec des images, des photos, des mots-clés, des signes cliniques et un pré-diagnostic de maladies rares. Donc, on a besoin effectivement de développer des collaborations avec le monde de l'intelligence artificielle pour aller vers la création de cet outil. Donc, nous sommes en plein dans l'organisation de ce Data Challenge et peut-être que certains compétiteurs ou certaines entreprises qui sont dans ce domaine nous écoutent et souhaiteront participer. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre en place cet expert virtuel d'aide au diagnostic pour reconnaître les signatures diagnostiques et orienter les patients vers les centres experts, leur proposer à la fois un diagnostic clinique et un diagnostic moléculaire de certitude, et donc passer de l'errance au parcours diagnostique du patient. Ça, je pense que c'est très important pour le patient d'être guidé dans sa prise en charge. Je vais arrêter le partage et je vais laisser la parole à Monsieur Steve Ursprung qui peut-être voudra nous dire quelques mots avant que je ne lance une vidéo qu'il vous propose. Bonjour tout le monde, merci d'associer les malades et notre association particulièrement à cette table ronde. Et merci au professeur Agnès Bloch-Zupan de nous avoir invités à participer. Effectivement, notre association donc s'occupe d'une maladie rare, voire très rare, qui s'appelle l'hypophosphatasie, qui est en fait une maladie qui concerne une enzyme qui dysfonctionne et donc qui a des répercussions sur les dents et sur les os. Et on verra un peu plus tard que c'est une maladie complexe parce qu'elle touche en fait beaucoup de corps de métier, de médecins et d'experts très différents, et que la liaison entre l'ensemble de ces différents partenaires dans la prise en charge du malade est quelque chose de complexe pour nous en tant que malades. Donc j'ai été le président fondateur de cette association il y a 15 ans, j'ai passé la main depuis 3 ans, donc maintenant je siège au niveau du conseil scientifique international. On a fait un petit film qu'on va vous présenter, qui va vous résumer un petit peu le travail qu'on a pu mener. Juste avant, dire que la recherche a toujours été quelque chose de fondamental dans la démarche de l'association. C'est l'espoir en fait c'est l'espoir pour les malades, la recherche fondamentale. Et le travail avec les experts a toujours été au cœur de notre travail également. Donc je me sens vraiment bien dans le sujet d'aujourd'hui, tant sur la transmission de l'expertise que sur la collaboration entre les associations ou les associations de patients ou les malades en tant que tels, qui sont en fait un maillon de la chaîne de la prise en charge et du travail qu'on doit faire main dans la main entre les chercheurs, les médecins qui prennent en charge par la suite le malade au quotidien et les familles et les malades. Donc Agnès, si tu veux lancer peut-être le film, ça présente un peu le parcours de l'association. C'est l'histoire d'une aventure humaine qui, partant d'un individu isolé, atteint d'hypophosphatasie, maladie génétique rare, verra, à force de persévérance, son aboutissement quelques années après, avec la mise en œuvre d'un véritable maillage international de solidarité où scientifiques, malades, bénévoles et partenaires institutionnels parviendront à faire de leurs rêves inaccessibles de traitement une réalité tangible, et ce, dans des délais inespérés. L'hypophosphatasie est une maladie génétique osseuse et dentaire, très rare, liée au dysfonctionnement d'une enzyme, la phosphatase alcaline. Elle a été décrite pour la première fois en 1948. Elle concerne des adultes et des enfants des deux sexes. C'est une maladie complexe, avec plusieurs formes différentes, plus ou moins handicapantes, dont la plus sévère est mortelle.
Les principaux symptômes sont la perte prématurée des dents, des fissures, des fractures osseuses, des malformations osseuses, une épilepsie et des douleurs. Le diagnostic de l'hypophosphatasie et sa prise en charge sont complexes puisque chaque malade est quasiment unique dans l'expression de ses symptômes. Alors l'hypophosphatasie, c'est une maladie rare en fait qui conduit très souvent à l'isolement des familles et des malades. En 2004, il n'existait aucune association à travers le monde et donc avec une poignée de bénévoles, on a constitué Hypophosphatasie Europe. Notre volonté est toujours encore intacte aujourd'hui, elle est d'engager des actions de communication et de lobbying pour faire connaître et reconnaître l'hypophosphatasie, mais aussi d'impulser une réelle dynamique dans le domaine de la recherche et d'améliorer la prise en charge au quotidien des malades. C'est aussi évidemment porter l'espoir de nouveaux traitements efficaces. Grâce à l'action de l'association et à son conseil scientifique international, de nombreuses initiatives ont été menées, notamment à travers l'organisation de 2 symposiums mondiaux qui se sont déroulés en 2007 et en 2012. Hypophosphatasie Europe, par son enthousiasme et son énergie, a également incontestablement joué un rôle moteur dans la mise en réseau et l'impulsion de collaborations actives avec les plus grands spécialistes de la maladie au niveau international. En France, par exemple, ça s'est traduit avec les centres de référence nationaux et le laboratoire de diagnostic d'Étienne Mornay par la création d'une base de données pluridisciplinaire autour de l'hypophosphatasie, unique dans le monde à ce jour. Présente à tous les rendez-vous importants, l'association est reconnue comme experte de la maladie par tous ses partenaires et a notamment siégé en 2010 à l'Agence européenne du médicament. Elle a par ailleurs eu l'occasion de financer directement plusieurs projets de recherche et soutient très activement le développement de toutes les pistes de thérapie en collaborant avec les industriels et en contribuant, aux côtés de son conseil scientifique international, à l'information et à la formation des professionnels de santé. Toutes ces actions doivent évidemment trouver un financement et l'association a mis en œuvre de nombreuses actions pour y arriver. Ces rencontres sportives, culturelles et gastronomiques avec le public sont autant d'occasions pour médiatiser la maladie et l'action de l'association. Hypophosphatasie Europe est une association très active grâce à ses nombreux bénévoles fidèles depuis des années. Ensemble, le combat continue. Nous comptons sur votre soutien. Je vais peut-être reprendre du coup la parole juste par rapport à ce que tu disais. Jediné, co po vás budu chtít, je, abyste zaplatili poštovní. Já už jsem tu knížku koupil, zaplatil, nechal jsem ji vyrobit a čeká u nás ve skladu na odeslání právě teď k vám. Já jsem Honza Nedvěd. Alors, on m'entend? Oui, oui. Ah, ok. Donc je vais juste rebondir sur ce que tu présentais tout à l'heure par rapport à la coopération transfrontalière. Effectivement, sur des maladies rares comme la nôtre, le nombre d'experts sont très réduits et c'est vrai que l'échelle transfrontalière, voire européenne, est sans doute l'échelle la plus pertinente
pour aborder ces maladies-là. Alors moi, le point que tu évoquais pas, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que les démarches des systèmes de santé sont différents d'un pays à l'autre, hein, et les formations de certains professionnels de santé sont différents aussi. Et la confrontation de ces différentes façons d'approcher la prise en charge d'un malade ou les remboursements ou en termes de recherche, je trouve que c'était aussi très riche en termes d'échanges. Et on en garde évidemment le meilleur pour tirer la machine vers le haut. Et cet aspect-là est intéressant. Alors, l'expert virtuel, moi, j'y vois beaucoup de... Enfin, vous avez vu que dans le parcours de l'association, on était très sensible à cet aspect de la recherche. On a voulu monter une base de données parce que de garder des informations dans mon placard à la maison, ça va pas faire avancer grand-chose. Je trouvais que c'était toujours important de le partager. C'était quelque chose qu'on partageait au niveau de l'association. Les experts sont pas très nombreux et quand le professeur Agnès Bloch-Zupan partira à la retraite, eh ben, toutes les connaissances qu'elle aura partiront avec elle. Elle aura peut-être transmis un peu autour d'elle à certains membres de son équipe. Mais voilà, l'expert virtuel permettrait en fait de capitaliser ses connaissances et de pas systématiquement perdre du gain, du bénéfice de cette expertise pointue. Alors juste pour que vous ayez un ordre d'idée, par exemple, on a un petit garçon là qui a 5 ans, il est suivi, j'ai noté, par 19 spécialistes différents. Donc d'avoir des connexions comme ça avec des centres référents, avec des outils qui viennent accompagner sur le terrain en région, les praticiens qui prennent en charge les malades localement, c'est des outils très précieux pour, je pense, pour améliorer en fait cette prise en charge. Et puis on trouve pas des experts partout, hein. On en trouve peut-être à Paris ou dans les grandes villes, mais quand on habite à la campagne ou dans une région, voilà, ben on n'a pas forcément les 19 spécialistes sous la main, donc c'est sûr que la dimension numérique va apporter beaucoup. Alors après, on n'est pas dans la bobologie, et là je mets un peu un bémol par rapport, enfin pas un bémol, mais disons l'expert virtuel fera une part du boulot, mais je pense que dans les maladies rares, il y a quand même une prise en charge personnalisée qui doit être vraiment systématique. On a des corps qui sont différents. Moi, mes os sont pas formés comme les vôtres. Donc, il y a des spécificités. J'ai pas les mêmes os que mon voisin qui peut avoir la même maladie que moi, mais on va avoir des différences quand même. Donc, l'assistant virtuel, il permet pour moi de défricher, d'amener en expertise un certain nombre d'éléments de réflexion, mais je pense que la visite en face à face, et je pense qu'Agnès me contredira pas, reste quand même au bout du compte une obligation dans le processus. Ton expert virtuel, tu l'imaginais avec quand même au bout des liens avec les centres experts et un accompagnement. Oui, je pense que c'est une entrée dans le système de santé. On a beaucoup parlé aussi dans le cadre de cette santé numérique, de la nécessité de suivi, de recueil de données de vie réelle, de recueil de données liées à la croissance, à l'évolution d'une maladie, ou l'interaction avec l'environnement, et d'intégration de toutes ces données par des outils finalement qui utilisent le numérique. Donc, je pense que ça, par rapport à l'hypophosphatasie, c'est aussi quelque chose qui serait très important. Alors, c'est une table ronde, donc je souhaiterais que les gens puissent s'exprimer, poser des questions et participer au débat. Donc, n'hésitez pas à interagir, à apporter des idées, des commentaires, au dialogue que nous entamons là, Monsieur Hirschsprung et moi-même. Après, il y a une question de fond aussi qui est à qui appartiennent les données qu'on collecte à travers tous ces outils. Nous, on a maintenant la chance d'avoir un traitement avec une industrie derrière qui développe un registre et qui a des moyens pour développer ce type de registre. Moi, ça me paraît indispensable que on a des ministères aussi qui sont là autour de la table, donc
c'est aussi un appel à vous. On a besoin d'avoir des registres publics qui permettent aux chercheurs de travailler, de continuer à travailler sur ces maladies rares. Si les données sont privatisées par les industriels, ce qui est un peu notre cas pour le moment, même s'il y a cette base de données, mais on a des difficultés structurelles de saisie de données et de partage de données. Donc c'est un vrai, voilà, collecter des choses en numérique, c'est certainement très important et capital dans les maladies rares, mais il faut aussi que ça reste accessible et que les informations puissent continuer à circuler et que ça serve, quoi. Que ce soit pas juste squeezé par certains. Et finalement, cette approche de santé numérique, ce recueil de données, est-ce que ça ne fait pas peur aux malades? Bah, nous, on a toujours été proactifs, on n'a jamais eu ces réticences à partager. Et à partir du moment où on est atteint d'une maladie rare, on a envie d'aider à faire évoluer les choses positivement. Donc alors on sait qu'il y a des notions juridiques et que c'est très complexe et que c'est très surveillé, etc. Mais on n'a jamais senti de réticence de la part de malades pour participer à des collectes qu'on évoquait avant, des collectes de données, etc. À partir du moment où on comprend que c'est pour ça que je disais que la notion de public et de se dire on est prêt à donner des informations nous concernant, des éléments biologiques, etc., etc., parce qu'on pense que c'est ça qui va faire avancer la connaissance et qui est le terreau en fait pour le travail des chercheurs. Mais il faut aussi avoir les moyens d'aller au bout de la démarche, parce que on a mobilisé beaucoup de malades pour participer. Après, il faut arriver à aller au bout jusqu'à la valorisation des données aussi. Il y a une question, là, je vois une main levée. Madame Stuve. Oui, donc je suis dans la salle avec plusieurs personnes. Donc moi j'ai une question personnellement. Après je laisserai aussi les autres personnes ici poser des questions, puis en ligne aussi ceux qui ont des questions. Alors moi je suis assez impressionnée par votre collaboration entre vous dans la recherche, professeur Bloch-Suppan, et puis vous Steve Sprung pour l'association. Je trouve ça important d'avoir des experts comme vous Steve, et puis cette collaboration que vous avez dans le monde de la recherche et les patients. Donc, la question que je me pose, comment vous allez donc pérenniser, vous êtes parlé d'un départ, par exemple, il y a une personnalisation ici de soutien personnel de professeur Bloch-Suppan avec votre association. Comment vous pouvez, dans assurer la pérennité, d'avoir justement le lien avec le monde de la recherche? Est-ce que vous avez des réseaux autres que en passant par certains personnages qui vous soutiennent? Est-ce qu'au niveau européen, ça peut se faire? Est-ce que d'autres associations fonctionnent un peu comme vous par rapport à l'expertise des patients? Par exemple, je sais que le Health Data Hub, par exemple, a aussi un projet ensemble avec France Asso Santé, qui est l'association. Alors c'est compliqué parce que il n'y a pas 50 professeurs Bloch-Suppan dans le monde pour la remplacer, quoi. Donc on a des experts dans l'os, on a des experts dans l'enzyme, on a des experts dans la partie génétique, on a des experts dans le domaine dentaire. C'est pour ça que la capitalisation et garder la mémoire de ce travail-là pour pas tout reprendre systématiquement à zéro est très très important. Le monde des maladies rares, c'est un tout petit monde. Nous, on est une maladie tout petit. On a une centaine de malades en France. C'est l'estimation, quoi. Donc, on est vraiment une toute petite maladie par rapport à d'autres maladies rares qui sont plus nombreuses en termes de chiffres, quoi. Donc, j'ai pas de solution, moi, par rapport à ce que vous êtes en train de dire. C'est pour ça que nous, on est très inquiets il existe des filières, il existe des centres de référence et de compétences, donc très bien, mais il faut vraiment que l'État français, et on a toujours été dans la locomotive européenne pour conserver justement cette dynamique, et c'est très important que cette dynamique reste, et que les moyens du coup restent aussi, parce que dans les équipes, il y aura une continuité naturelle, une transmission au sein de ses propres équipes, quoi. Vous êtes connecté aussi avec d'autres associations dans d'autres pays? Oui, alors on travaille avec. Nous, on était la toute première à se fonder au niveau mondial, mais par la suite, ça a fait plein de petits dans différents pays. Donc, on a des échanges, mais c'est complexe quand même parce que les systèmes de santé sont pas les mêmes, les prises en charge sont différentes et c'est pas si simple que ça de travailler ensemble. Et puis nous, c'est pas notre boulot, on reste bénévole, quoi. On est malade et bénévole.
Donc, quand on est atteint d'une maladie, qu'on soit, moi je suis directement atteint, non, je suis malade moi-même, mais après quand on est parent d'un enfant qui doit aller voir 19 spécialistes tous les 4 matins, ça laisse pas beaucoup de temps pour mener des réunions au niveau européen entre associations ou au niveau international. Parce que nous, on travaille au niveau international avec les États-Unis, avec les Japonais, avec les Allemands. Donc c'est complexe pour nous, pour des petites structures, pour des très grosses associations qui ont des gros moyens, qui peuvent avoir éventuellement un salarié, c'est certainement plus simple. Donc on fait avec les moyens du bord, mais ceci dit, voilà, le petit film vous montre qu'avec même une toute petite association, bon, il faut bosser, mais on a quand même réussi à faire des choses, de belles choses, quoi. Merci. Après, je voulais aussi profiter, enfin, je sais pas s'il y a des questions, je veux pas squeezer la parole, mais on parle d'outils numériques, le coffre, un coffre-fort numérique où on pourrait avoir nos données personnelles dedans. Alors, on a déjà parlé 70 000 fois de cette fameuse carte vitale qui devait soi-disant avoir une puce et où il devait y avoir des informations dedans. Je sais pas si ça existe ou pas, moi je l'ai encore pas vu. Mais c'est vrai que c'est une vraie difficulté. On a des radios, on fait des scanners, et ces choses-là, on peut pas les garder. On n'a pas un outil qui nous permet de les conserver. Si on voyage, si on se déplace, ou si on doit être vu par 18 autres spécialistes à qui ça serait intéressant de montrer et de partager aussi un certain nombre d'éléments, ces outils n'existent pas. Donc ça aussi, dans le numérique, ça pourrait être vraiment une avancée pour notre maladie, mais comme toutes les autres. Genre, je sais pas comment on appelle ça, un coffre-fort avec des données médicales dedans, ou je sais pas quoi, ça peut être une clé USB sécurisée, je sais pas comment ça peut fonctionner, mais est-ce qu'il y a des associations dans l'assistance ou c'est des pros c'est qui les gens qui sont connectés dans la table ronde? Bon, allez, je me lance, je vais dire quelques mots. Donc, je me présente. Moi, je m'appelle, attendez, je m'appelle Guillaume Icre. J'ai eu la chance de travailler avec le professeur Bloch-Zupan sur le volet plutôt montage de projet, en fait. Moi, je suis en charge de l'innovation pour les hôpitaux, donc sur la thématique les hôpitaux de Strasbourg, pardon, sur la thématique de la santé numérique, de l'accès aux données de santé, et de comment cadrer une utilisation des données à des fins de recherche et développement, comme le projet Dianodan, enfin les projets de recherche du professeur Bloch-Zupan. Donc, je ne saurais pas vous répondre sur le versant coffre-fort numérique parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise. Mais je vais répondre à une autre question qui est comment en fait on fait pour réutiliser les données des patients dans une logique de bien public, parce que c'est de ça qu'on parle finalement. Parce que l'utilisation première des données, c'est le soin. Ensuite, on a tout un cadre réglementaire qui permet de réutiliser des données. C'est une exception, c'est ce qu'on appelle le RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Ça génère une exception qui est l'utilisation secondaire des données à des fins de bien public. Et c'est exactement ce que font les hôpitaux, pas qu'en France, les hôpitaux partout, c'est de mettre en place les conditions qui permettent de réutiliser ces données pour justement répondre à des questions scientifiques telles que celles qui nous intéressent, mais aussi pour générer des collaborations avec des industriels qui vont avoir besoin de ces données pour valider, mettons, un algorithme, pour valider un dispositif médical qui aura besoin d'être confronté à des données réelles, en fait. Donc, je n'ai pas répondu à votre question, j'ai répondu à une autre question, mais qui est comment réutiliser les données avec des tiers. Et dans un contexte international. Et juste une seconde. Je te laisse la clé ? Non, laisse ouvert, c'est très bien. Ferme ici, j'ai ouvert ici en fait. Merci beaucoup.
Désolé, excusez-moi pour cette interruption, j'ai oublié ma clé et donc je ne voudrais pas me faire enfermer au bureau ce soir. Voilà, donc au niveau international, on travaille sur le plan européen, donc chaque pays avec ses propres réglementations. Mais là, encore une fois, je ne serais pas le mieux placé pour en parler, mais il y a une approche dont on a discuté ce matin qui est d'harmoniser tout cela au niveau européen. Donc, on a les travaux qui sont entrepris par le LZATUB en France, mais on a aussi pas des équivalents, mais on a aussi des préoccupations qui sont partagées par les autres États. Donc, je ne serais pas le mieux placé pour parler de TEDAS, de parler de l'expérience finlandaise, de l'expérience française là-dessus, mais il y a un véritable effort au niveau européen. Mais là, je ne suis pas expert. Donc voilà. Alors, y a-t-il d'autres participants qui souhaitent s'exprimer? Je vois qu'il y a aussi des personnes du monde de l'industrie. Je reconnais quelques noms dans le public. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? J'avais un autre point, sinon, aussi, je glisse le dernier que j'avais sur ma petite feuille. Les notions de prise en charge multidisciplinaire, c'est aussi une difficulté à laquelle on est confronté en tant que malade, notamment les adultes, hein, peut-être plus encore que les jeunes enfants, parce que le pédiatre fait un petit peu le lien, mais quand on a, si on reprend la situation du petit gamin, 19 spécialistes différents, ils n'ont pas besoin de tous communiquer ensemble, mais on a quand même une plus grande efficacité dans la prise en charge des malades quand les spécialistes discutent entre eux, parce qu'il y a quand même des liens importants. Et c'est pareil, un outil numérique, une plateforme, quelque chose d'institutionnalisé, ou le médecin généraliste, le mien par exemple, il n'a jamais appelé le centre expert, il n'a jamais rencontré personne qui comprend, c'est que moi qui fais le lien, mon ostéopathe c'est moi qui fais le lien, etc. Donc à un moment donné, se dire on coordonne une réunion pluridisciplinaire où il y a plusieurs experts qui discutent avec le malade, c'est nous qui portons en fait ce lien entre les différents spécialistes. Alors, parfois, c'est les centres experts qui réalisent ce boulot-là, et tant mieux, c'est leur mission, mais ils n'arrivent pas à suivre sur le terrain localement partout non plus. Donc peut-être qu'une plateforme numérique permettrait de se dire, ben, on se fixe une réunion, on y associe le spécialiste de la dent, le kiné, le machin, et on fait un point sur le patient, en présence du patient évidemment ou de la famille, quoi. Donc ça aussi, c'est un outil qui pourrait peut-être être développé et qui aiderait peut-être pour des meilleures prises en charge en région localement, quoi. On n'a plus beaucoup de temps qui nous reste, mais j'ai une question par rapport à, encore une fois, plus les aspects de gouvernance et même d'autres associations qui ont un peu les mandats similaires que le vôtre. Est-ce que vous pensez que, bon, il y a des associations comme Eurodis pour le niveau européen qui sont quand même très forts pour justement mobiliser, pour sensibiliser, attirer l'attention, mais dans quelle mesure vous pensez que, bon, après, ce n'est pas spécifique au numérique en santé, mais dans quelle mesure vous pensez qu'il y a peut-être une collaboration versus une compétition entre les associations pour les fonds, justement, et dans quelle mesure vous pouvez partager, justement, là je reviens au numérique en santé, ce que vous venez d'expliquer, dans quelle mesure on peut partager les compétences ou ce qui est acquis parmi axes partagés entre associations. Comment vous faites en fait pour vous regrouper entre vous, pour vous aider, en gros? Les grandes locomotives associatives sont là pour sensibiliser les décideurs nationaux et européens de mettre des moyens sur des dispositifs, parce que les thématiques sont sensiblement les mêmes, l'errance diagnostique, etc. Après, très spécifiquement par maladie, les corps de métier auxquels on s'adresse sont pas les mêmes. Donc on peut pas faire un copier-coller. C'est bien toute la difficulté des maladies rares, c'est qu'on peut pas faire un copier-coller d'une maladie à l'autre, et c'est pas opérationnel pour autant. Ça peut fonctionner sur un mode d'organisation, peut fonctionner pour une maladie et pas pour l'autre. Et il faut avoir des intervenants dans l'ensemble des secteurs dont on a besoin. Donc c'est un petit peu compliqué. On peut partager un certain nombre d'éléments stratégiques, les centres de référence, les centres de compétences. On voit qu'il y a des grandes orientations comme ça qui sont menées, mais après c'est à chacun de construire son environnement et de monter des projets, des dynamiques. C'est comme ça que nous, on a réussi à faire avancer les choses.
Après, les compétitions, vous pointez les associations. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de compétitions entre les centres experts à l'heure actuelle. Malheureusement, parce que le ministère de la Santé les a mis en compétition les uns avec les autres et chacun doit cocher des cases, en fait, avant le petit copain. Et on a travaillé, moi j'ai travaillé pendant 15 ans, à l'époque, on n'avait pas du tout ça. On avait des dynamiques collaboratives qui étaient beaucoup plus fructueuses pour les structures et pour les malades en l'occurrence. Là, maintenant, il y a un repli. Chaque structure doit rendre une copie au ministère et cocher des cases et obtenir des objectifs. Et on n'est plus du tout dans des collaborations. Et ça, c'est un recul. Et là, on est dans la compétition plus que nous, qui nous avons fait avec les moyens qu'on a. On a des grands représentants, Eurordis, l'Alliance Maladies Rares au niveau national, et c'est très bien. Ils donnent c'est nos porte-voix. Mais après, on est, comme dit, comme on le fait sur le malade, les associations, on est obligé de faire du sur-mesure, c'est pareil. Les problématiques qu'on a, nous, elles sont différentes de celui qui a un problème de peau ou un problème... voilà, donc il n'y a pas vraiment un truc qu'on peut copier-coller qui est valable pour tout le monde. C'est la grande difficulté des maladies rares, en l'occurrence. Il faut vraiment faire du sur-mesure. Donc, des outils structurants et communs et du sur-mesure par maladie. Et une santé numérique peut quand même être très précieuse pour améliorer le diagnostic et la prise en charge. Ouais. Alors, je crois qu'il y avait une question de Monsieur Kadi. Oui, j'aimerais bien. Bonjour à tous. Aussi Kadi, moi, vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Moi, je suis chef de projet recherche et innovation à Capgemini. Donc, j'ai la chance de commencer à collaborer avec Madame Dupont sur ce projet, en lui apportant les quelques briques technologiques pour former l'assistant virtuel. J'aimerais poser une petite question un petit peu sur l'assistant virtuel, dans le sens, il sera toujours une sorte d'aide à la décision, une aide au diagnostic, mais quelle est son ambition maximale? C'est-à-dire à quelle échelle l'idéal auquel on pourra espérer arriver? Alors, l'idéal, c'est que ce soit effectivement l'expertise combinée de reconnaissance et de diagnostic de ces maladies à expression bucco-dentaire qui sont nombreuses, ce qui en fait aussi ce qui augmente la difficulté de diagnostic, mais qui peuvent être classées en grands groupes. Et la possibilité ensuite d'accompagner le patient, sa famille, vers un diagnostic de certitude via l'interaction avec d'autres professionnels, mais via aussi le diagnostic clinique et moléculaire qui pourrait être proposé. Donc, c'est un point d'entrée dans le système, mais ça peut être plus large en termes de moyens diagnostiques qui pourraient être offerts aux patients. L'idée étant toujours que cet expert virtuel va améliorer ses connaissances au fur et à mesure de son enrichissement grâce aux données apportées. Donc, c'est un outil qui n'est pas figé, mais qui, au contraire, va grandir en puissance, en capacité d'orientation grâce aux données. Donc, c'est quelque chose que moi, j'imagine quand même avec une certaine vision à plus long terme et la possibilité de collecter, d'agréger et de rendre intelligentes ces données. Je comprends. Et je pense que c'est aussi l'intérêt assez important du projet, qu'il soit aussi vivant dans le temps. Ben écoutez, merci beaucoup. Je vois Madame Stuveux qui nous fait signe. Je la remercie. J'espère que nos interactions ont pu répondre à un certain nombre de questionnements. Je remercie Monsieur Hirschsprung aussi d'avoir bien voulu porter
la voix des maladies rares en vie réelle, hein, puisque c'est une chose d'en discuter entre experts et avec des vues au niveau de la santé numérique. C'est une autre chose d'associer le patient et ses représentants à la construction de cet univers. Donc, merci infiniment à tous. Merci beaucoup.